Cette guerre a été vendue aux Américains à coups de mensonges et de mystification. La campagne de propagande pour vendre cette guerre, pour moi, ce fut une véritable imposture. Moi, je n'excluais pas du tout le risque et une manipulation. Ce fut une vaste fraude. Pas une erreur, mais une fraude. Dans les ruines de New York, l'Amérique jure de vaincre le terrorisme. Mais cette promesse est vite trahie. George Bush change d'ennemi. Oussama Ben Laden est remplacé par Saddam Hussein. Cette volte-face est le fruit d'une formidable manipulation aux conséquences catastrophiques pour le monde. Tout commence moins de 6 heures après l'attaque. Au Pentagone, frappé lui aussi, le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, parcourt les décombres et il donne ses instructions. Stephen Cambonnet, un de ses conseillers, prend des notes. Les propos de Rumsfeld sont explicites. Au soir de cette journée tragique, le président Bush s'adresse à l'Amérique et au monde. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. Cette précision essentielle a été inspirée par un homme clé de cette aventure, Richard Perle. Dans l'après-midi du 11, le conseiller au Pentagone téléphone au rédacteur des discours du président. J'étais au téléphone avec David Frum et j'ai dit à David, quoi que dise le président, il doit annoncer que nous considérons comme directement responsables les États qui abritent des terroristes. Une rupture stratégique avec la politique plus modeste des prédécesseurs de Bush. Cela voulait dire que si nous nous attaquions aux terroristes un par un, nous ne pourrions jamais l'emporter. Et tant que des États entraînaient, équipaient, finançaient des organisations terroristes, nous ne pourrions jamais les vaincre. Un programme ambitieux de guerre tous azimuts. Objectif déclaré d'un groupe dont Richard Perle fait partie, les néoconservateurs. Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz, Douglas Face. Ce sont les conseillers les plus écoutés de Bush. Joe Wilson, diplomate de carrière, a été témoin de leur ascension. Ils sont arrivés au pouvoir avec le Parti républicain, et tout particulièrement dans l'équipe du vice-président et dans celle du secrétaire à la Défense. Les néoconservateurs. Ils ont des liens avec le monde du pétrole, avec les industries de la défense, des idéologues champions de l'hégémonie américaine dans le monde. Saddam Hussein, provocateur imprévisible, et leur bête noire. Soir du 11, le président a dit « Et si on s'en prenait à l'Irak ?» Quelqu'un a répondu
ce serait contre la loi internationale. Et le président a dit, je m'en fous, on va botter des culs. 2 jours après les attaques contre les tours de New York et contre le Pentagone, lors d'une réunion à Camp David, M. Paul Wolfowitz a dit au président « L'Irak et Saddam Hussein, voilà le vrai problème ». Il aura donc fallu seulement 48 heures aux néoconservateurs pour avoir gain de cause. Changer le régime de Bagdad, soumettre l'Irak, un objectif plus simple que détruire la nébuleuse terroriste. Le 19 septembre, les partisans de l'élimination de Saddam Hussein se réunissent au ministère de la Défense, le Pentagone. Ils ont commencé par poser une question. Combien de temps encore pouvons-nous contenir Saddam Hussein? Et leur réponse a été plus très longtemps. Un Irakien participe à ce premier conseil de guerre, Ahmad Chalabi, ennemi juré de Saddam Hussein. Chalabi vit en exil depuis des années et il va jouer un rôle majeur dans cette histoire. Mais nous y reviendrons. Au lendemain de la réunion secrète du Pentagone, le président Bush monte à la tribune du Congrès. Le moment est historique. La nation est soudée par le patriotisme. Bush désigne les coupables. Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, les talibans qui règnent en Afghanistan. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Pas un mot sur l'Irak. Mais il avertit. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. Tony Blair, le premier ministre britannique, invité d'honneur, applaudit. C'est le signe d'une alliance indéfectible entre Washington et Londres. Rapidement, les talibans sont chassés de Kaboul, Al-Qaïda dispersé. Oussama Ben Laden disparaît. À Washington, Bush semble pressé de passer à une autre guerre. I stand by those words. Afghanistan is still just the beginning. If anybody harbors a terrorist, they're a terrorist. If they fund a terrorist, they're a terrorist. If they house terrorists, they're terrorists. I mean, I can't make it any more clearly to other nations around the world. If they develop weapons of mass destruction that will be used to terrorize nations, they will be held accountable. À peine le président a-t-il terminé son discours que le secrétaire à la Défense Rumsfeld va voir le général Tommy Franks à son état-major de Tampa, en Floride. Franks contrôle une zone immense de l'Afrique à l'Asie et il dirige la guerre en Afghanistan. Mais Rumsfeld a autre chose en tête, l'Irak. Il ordonne au général Franks de préparer un plan d'attaque. L'Irak, une cible facile. Depuis son invasion du Koweït et sa cuisante défaite de 1991, le pays est sous tutelle internationale. Malgré sa déroute et les terribles sanctions qui déciment son peuple, Saddam Hussein est resté au pouvoir. En 1998, il a même chassé les inspecteurs de l'ONU chargés de son désarmement. Pour les néoconservateurs, c'est le diable. Saddam était un homme dangereux. Dangereux pour ses concitoyens et dangereux pour le reste du monde. Joe Wilson connaît bien l'Irak. En 1991, à Bagdad, il a été le dernier diplomate américain à rencontrer Saddam Hussein. Saddam avait été mis au pas. Il n'était plus une menace. Il avait été à la tête d'une grande puissance régionale, mais il avait été relégué au rang de dictateur de troisième ordre. À peine plus de 100 jours après les attaques du 11, l'Amérique a besoin de vengeance. Les néoconservateurs veulent saisir l'occasion. Richard Perle publie une véritable déclaration de guerre. Le même jour, Bush reçoit Franks dans son ranch au Texas. Devant les journalistes, les deux hommes parlent des succès contre les talibans.
In Afghanistan, well, Taliban gone, the country secure, the country stable. We will destroy the Al-Qaeda terrorist network inside Afghanistan. It will take as long as it takes. Thank you all. Thanks for all the time. Mais en privé, Bush confirme à Franks l'ordre d'attaquer l'Irak. Ce changement de priorité inquiète le général, qui le 19 février 2002 se confie à Bob Graham, sénateur de Floride, patron de la commission du Sénat sur le renseignement. Après un rapport qui était plutôt optimiste, le général m'a demandé de le suivre dans son bureau. Et la première chose qu'il m'a dite, nous ne faisons plus la guerre en Afghanistan. J'ai été très surpris. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il m'a répondu que des unités très importantes, comme les forces spéciales, étaient transférées d'Afghanistan pour se préparer à une guerre en Irak. C'est la décision la plus lourde de conséquences prise par Bush. La lutte contre le terrorisme passe au second rang au profit d'une guerre conventionnelle dans la région la plus instable du monde. Au début de l'année 2002, la machine militaire est en route. Reste à convaincre l'opinion publique de la nécessité d'une guerre contre un pays qui semble bien étranger à la tragédie qui a frappé l'Amérique. Andrew Bashevich, ancien colonel dans l'armée et professeur d'histoire militaire. Une fois prise la décision de faire la guerre, la nécessité politique a été de vendre cette guerre au peuple américain. Ils ont préparé une opération de propagande de grande envergure pour vendre la guerre. Au moment où la presse était la plus réceptive à ce que l'administration pouvait dire sur ses efforts pour protéger les États-Unis d'une nouvelle attaque. Et les armes de destruction de masse sont apparues au sein de l'administration comme le meilleur argument de vente. Les ADM, les armes de destruction de masse, gaz, poison, nucléaire. Pendant des mois, cet arsenal de mort va être au cœur de la manipulation irakienne. L'enjeu d'un formidable bras de fer entre les partisans de la guerre et ceux qui veulent l'éviter. Je participais à des réunions secrètes très détaillées de la CIA et des renseignements militaires. Et toutes les agences étaient convaincues que Saddam avait plusieurs programmes pour développer des armes de destruction de masse. En réalité, cette belle unanimité n'existe pas. Depuis des années, le renseignement américain surveille l'Irak et n'a rien trouvé. Nous dépensons des milliards de dollars, vraiment des milliards chaque année, pour l'espionnage électronique, des satellites qui prennent des photos et récupèrent toutes sortes d'informations. Et devinez quoi? Pas un seul site d'ADM n'a été trouvé en Irak depuis 1991. Le colosse de l'espionnage électronique, la NSA, l'Agence de sécurité nationale, est resté bredouille. William Binet, ancien patron des analystes de la NSA, était de ceux qui scrutaient l'Irak. La NSA n'a pas recueilli une seule information qui indiquerait que l'Irak avait poursuivi son programme d'armes de destruction de masse ou qu'il en possédait encore. Rien d'étonnant. L'arsenal de Saddam Hussein a été détruit après la guerre du Golfe. Avant le 11, les hauts responsables américains le déclaraient d'ailleurs publiquement. Il n'a pas développé ses capacités dans le domaine des armes de destruction de masse. Il est incapable de menacer ses voisins. Nous sommes en mesure de lui interdire de se réarmer. Ses forces militaires n'ont pas été reconstituées. Puisque la fin du dictateur est programmée, le ton officiel doit changer. Et Washington présente Saddam Hussein comme une terrifiante menace. This is a regime that has something to hide,
from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Aucun État terroriste ne présente une menace plus immédiate ou plus grande pour la sécurité de son peuple ou la stabilité du monde que le régime de Saddam Hussein en Irak. Pour être clair, il n'y a aucun doute que Saddam Hussein possède un arsenal d'armes de destruction de masse. Des ADM dont il va falloir prouver l'existence. Pour les aider, les néoconservateurs se tournent vers Ahmad Chalabi. Lui et d'autres opposants en exil ont formé en 1992 le CNI, le Congrès national irakien. Tous ces exilés avaient un intérêt commun, celui d'être justement des ex-exilés. Ils voulaient prendre le pouvoir en Irak et ils avaient compris que le meilleur moyen d'y arriver était d'être dans les fourgons de l'armée américaine, qui les aurait débarrassés du régime de Saddam Hussein. Négligé par Bill Clinton, Chalabi s'est allié aux pires ennemis du président démocrate. Le CNI s'est arrangé pour développer des relations stratégiques solides avec les néoconservateurs, mais aussi dans le Parti républicain et avec quelques démocrates. Et cela pour obtenir le soutien des États-Unis pour agir contre Saddam. En janvier 2001, la chance sourit enfin aux exilés irakiens. Lorsque Bush a pris le pouvoir, tous ceux qui nous soutenaient sont arrivés au pouvoir avec lui. Après le 11 septembre, la connivence entre exilés irakiens et néoconservateurs se transforme en complicité. L'administration américaine nous a demandé, de façon très spécifique, de leur présenter des gens qui pouvaient leur fournir des informations sur les armes de destruction de masse. Avec enthousiasme, Chalabi s'exécute. Il présente aux Américains des transfuges irakiens, des sources intarissables de révélations sur l'arsenal de mort de Saddam Hussein. Les gens du groupe de Chalabi cherchaient et trouvaient des informations qui permettaient à nos responsables d'entendre ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire des révélations sur les armes de destruction de masse. Comme ça, nous pouvions justifier d'aller en guerre. Manipulateur talentueux, Chalabi présente aussi ses transfuges à la presse, et avec leurs gros titres provoquants, les journalistes donnent de la crédibilité à toutes les allégations contre Bagdad. Cette mécanique d'intoxication divise Washington. Il était clair, dès le début, que les institutions importantes aux États-Unis, comme la CIA ou le département d'État, étaient contre nous. Ils n'avaient aucune confiance en nous. Ils nous traitaient de menteurs, d'affabulateurs. Malgré tout, le Pentagone se refuse à mettre en doute les révélations des transfuges. L'idée que Chalabi avait des informations dont il savait qu'elles étaient fausses et qu'il nous les a fournies en sachant qu'elles étaient fausses n'a jamais été démontrée dans les enquêtes sur le travail des services de renseignement avant le déclenchement de la guerre. Il faut tout de même contrer les sceptiques. Et pour accréditer les révélations des exilés irakiens, les faucons du Pentagone créent un service parallèle, le Bureau des plans spéciaux. Une initiative de Paul Wolfowitz et Douglas Face. Le Bureau des plans spéciaux? Un véritable monstre. Il a été créé comme une alternative à la CIA. La CIA récolte ces informations d'une multitude de sources. Généralement, ces analystes les contrôlent avant de livrer leurs conclusions aux responsables politiques. Mais le Bureau des plans spéciaux court-circuite ce processus. Du jamais vu dans l'histoire du renseignement américain. Bush, Cheney et Rumsfeld finissent par obtenir les réponses dont ils ont besoin. George Tenet, patron de la CIA, fait taire ses réticences et cautionne ces informations devant le Congrès. À une de ces auditions, le directeur de la CIA, George Tenet, a apporté avec lui 3 gros dossiers blancs.
Dans ces dossiers, il y avait des informations sur 550 sites où les Irakiens étaient censés fabriquer ou cacher des armes de destruction de masse. J'ai demandé à Tenet, d'où avez-vous eu toutes ces informations? Il a répondu, nous avons obtenu tout ça des Irakiens exilés. J'ai demandé, qui avons-nous sur le terrain pour confirmer que les informations fournies par ces exilés sont exactes? Et sa réponse a été zéro. La machine à mentir va tourner à plein régime pendant des mois. Les exilés et le Pentagone collaborent et transforment de simples allégations en credo officiel. En travaillant ensemble, ces groupes ont produit une vaste manipulation qui est devenue la politique des États-Unis pour justifier la guerre. Fructueuse coopération qui se répète dans des pays amis. À Rome, un dossier des services secrets militaires italiens, le SISMI, arrive à l'ambassade américaine. Il évoque une vente secrète d'uranium à l'Irak par le Niger. Pour ne pas être en reste, les services secrets allemands offrent eux aussi leur soutien. Ils fournissent aux Américains les révélations d'un transfuge irakien, nom de code Curveball. Il assure que Bagdad fabrique du poison dans des laboratoires mobiles. Pour Bush, une étape cruciale reste à franchir avant de partir en guerre, le Congrès. Dans la galaxie du pouvoir américain, il joue un rôle central. C'est à lui que l'exécutif doit demander le feu vert pour lancer le pays dans une aventure militaire. En août et en septembre, les tambours de guerre contre l'Irak résonnaient de plus en plus fort. Il était évident que le président allait demander au Congrès l'autorisation d'attaquer l'Irak. Simple formalité, puisque Bush détient la majorité. Mais Bob Graham va tenter de stopper cette course folle vers la guerre. Nous avons voulu examiner l'évaluation de nos services de renseignement sur l'Irak. Et la réponse a été qu'une telle évaluation n'existait pas. Ce que Graham demande est le document le plus secret de l'espionnage américain. Une synthèse de ce que toutes les agences de renseignement savent sur une menace précise. J'étais stupéfait d'apprendre qu'il n'y avait pas de synthèse sur l'Irak, alors que notre pays allait entrer en guerre. Et nous avons exigé qu'une telle synthèse soit faite. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde baissait les yeux et ne voulait pas faire cette évaluation sur les armes de destruction de masse. Parce que la réponse honnête aurait été « il n'y en a pas ». À Londres, Blair vient en aide à son ami Bush et fait publier un « dossier », entre guillemets, sur les armes irakiennes. Elles peuvent être mises en œuvre en 45 minutes. Et l'Irak cherche de l'uranium en Afrique pour fabriquer une bombe atomique. Mais au Congrès, Graham n'est pas convaincu. Il insiste, il veut des preuves. La CIA ne voulait pas faire de synthèse et ils m'ont dit « nous n'avons pas le temps de le faire ». Et j'ai dit « comment ça ? Nous n'avons pas le temps d'être informés sur tout ce que nous devons savoir avant de partir en guerre ?» Tenet retourne à la Maison-Blanche et dit « je crois que ça ne va pas marcher. Il va falloir faire une synthèse. » Et la Maison-Blanche lui dit « d'accord, monsieur Tenet, mais à deux conditions. Premièrement, vous devez le faire en 1 semaine et demie, alors que ça prend normalement 3 ou 4 mois. Et deuxièmement, vous devez suivre exactement ce que le vice-président Dick Cheney a dit. » Tenet va de nouveau se plier aux ordres de la présidence. Bob Kerrey, sénateur, ancien commando, a été au cœur du monde du renseignement. Il est juste d'accuser Bush et Cheney d'avoir fait pression sur les professionnels du renseignement pour parvenir à une conclusion qu'ils avaient déjà formulée. Le vice-président Cheney est même allé à la CIA s'asseoir à côté des analystes et leur a demandé « Qu'avez-vous sur les armes de destruction de masse ?» Ça met la pression sur les services de renseignement pour trouver quelque chose. Début octobre 2002, au Congrès américain, une résolution autorisant la guerre est soumise au vote.
La CIA fournit finalement sa synthèse sur l'Irak. Classée top secret, il faudra attendre 2015 pour que cette synthèse soit mise à la disposition du public. C'est un texte austère de 95 pages qui dissèque le programme des armes de destruction de masse de Saddam Hussein. Mais surtout, la synthèse reflète une extraordinaire prudence. Elle fait état des doutes, des avis contraires émis au sein de la communauté du renseignement. Pour éviter que ces doutes ne soient pris en compte, la Maison-Blanche fait publier en même temps une version courte de la synthèse sur l'Irak. 25 pages, agrémentées de photos en couleur, de cartes. Un formidable outil de propagande. Ils ont réalisé une version très intelligente et très allégée du rapport. Si une phrase disait « Nous pensons que peut-être Saddam Hussein possède ceci ou cela », ils ont enlevé le peut-être. Dans ces gros titres, cette version officialise les allégations qui circulent depuis des mois. Bagdad possède des armes chimiques, biologiques et des missiles. Saddam peut se doter d'une arme nucléaire en un an. La campagne pour vendre la guerre, pour moi, ce fut une véritable imposture. Aucun doute, les gros titres donnent une autre impression que ce qui est dans le document lui-même. En vérité, la synthèse du renseignement d'octobre 2002 n'est pas concluante. Peu importe, ce sont les gros titres qui vont influencer le Congrès. Bob Graham le sait. Il plaide contre un vote en faveur de la guerre. En prenant cette décision, et si nous en croyons nos propres services de renseignement, et je vous encourage, mes amis, à lire la version classée top secret de la synthèse, qui est bien plus pertinente que la version publique, nous allons accroître la menace contre les Américains. Et si vous ne comprenez pas que les Américains vont être mis en danger, franchement, mes amis, vous aurez du sang sur les mains. J'ai estimé que ce document n'était pas suffisamment convaincant. Et cela a largement contribué à ma décision de ne pas voter en faveur de la guerre. Le 10 octobre 2002, le Congrès approuve la guerre. C'est le jour où le monde bascule pour longtemps. La manip a réussi. La guerre contre l'Irak va pouvoir commencer. Les élus américains portent l'immense responsabilité d'avoir laissé des mensonges dicter leurs décisions, pour des raisons finalement très politiques. Ce vote a eu lieu en octobre 2002, un mois avant des élections législatives. Donc, beaucoup ont pensé que d'un point de vue politique, ils ne voulaient pas en savoir trop. Ils voulaient simplement pouvoir dire à leurs électeurs « Le président pense que c'est le bon choix et j'accepte son jugement ». Le vote du Congrès est une victoire éclatante pour les néoconservateurs et les exilés d'Ahmad Chalabi. Mais il laisse un goût amer dans le camp de la paix. Le vote du Congrès acquis, il reste aux Faucons à s'assurer du soutien populaire le plus large. Pour ça, ils ont un dossier sous la main. Souvenez-vous, ce dossier de Rome, sorti mystérieusement des archives des services secrets militaires italiens, le SISMI. Enzo Bianco, ancien ministre de l'Intérieur, a suivi de près l'histoire rocambolesque de ce dossier. Dans les archives des services secrets, il y a des milliers et des milliers de documents. Il y a toujours un document qui peut se prêter à l'usage dont vous avez besoin. Quelqu'un, au moment opportun, a fait sortir celui-là avec ses petites mains et l'a fourni à qui pouvait s'en servir. La petite main s'appelle Rocco Martino. Ancien du SISMI, informateur des services français, britanniques et américains, c'est lui qui a fait circuler parmi ses clients le dossier, a priori explosif. Le voici. Il contient des documents d'apparence officielle qui évoquent une vente par le Niger à l'Irak d'uranium concentré, le Yellow Cake. Ce dossier du Yellow Cake nigérien atterrit finalement sur le bureau du vice-président Cheney en février 2002. Quand Dick Cheney a vu ce rapport de l'agence de renseignement du Pentagone concernant les Irakiens qui cherchaient du Yellow Cake en Afrique noire, au Niger, il a demandé aux analystes de la CIA « Qu'est-ce que vous en pensez ?» La CIA a répondu « Nous allons vérifier. » Et pour vérifier,
la CIA convoque Joe Wilson le 19 février 2002. Ils m'ont demandé d'aller au Niger. Dans cette réunion, 2 personnes ont indiqué qu'il n'y avait aucune raison pour moi d'aller au Niger, parce qu'il était très improbable que cette histoire soit vraie, et puis notre ambassade suivait la question de très près. Ces 2 personnes étaient le représentant des services de renseignement du ministère des Affaires étrangères et moi-même. Wilson connaît bien le Niger, 4e producteur d'uranium dans le monde. Il y a été en poste au début de sa carrière de diplomate. Quand je suis arrivé là-bas, la première personne que j'ai rencontrée était l'ambassadeur. Il m'a dit qu'ils avaient déjà vérifié cette histoire et qu'elle ne tenait pas debout. Wilson rentre aux États-Unis et fait son rapport à la CIA. Le volume d'uranium qui était évoqué représentait une augmentation de 25% de la production annuelle et aurait dû être approuvé par le consortium qui exploitait les mines. Vous ne pouviez pas le cacher. En effet, le Yellow Cake est transporté au grand jour sur des centaines de kilomètres avant d'arriver au port de Cotonou, d'où il est exporté. Les conclusions de Wilson sont transmises à Cheney, qui les ignore. Le vice-président tient à son dossier venu d'Italie et à ses révélations. Pourtant, les Italiens ont bien mis en garde les Américains. Les documents sur le Yellow Cake nigérien sont des faux. Niccolo Pollari, ancien patron du renseignement, était l'homme des contacts avec les Américains. Les États-Unis, comme je vous l'ai dit, et comme l'ont établi des enquêtes ultérieures en Amérique et dans d'autres pays, eh bien, les États-Unis savaient parfaitement à quoi s'en tenir sur la nature exacte de ces documents. Alors pourquoi la petite main Martineau a-t-elle fait circuler ce dossier? A-t-il agi seul, pour son compte ou pour d'autres intérêts? Celui qui connaît les réponses est tenu au secret. Je ne peux pas révéler tout ce que je sais sur le sujet, car je suis tenu au secret d'État. Mais nous avons ouvert une enquête, toujours sous le couvert du secret d'État. Le gouvernement italien connaît les conclusions, mais moi, je ne peux pas en parler. La loi me l'interdit. Mais ce silence officiel ne fait pas l'affaire d'Enzo Bianco qui réclame depuis des années une commission d'enquête. Le fait qu'il y ait des rapports directs entre membres des services secrets occidentaux qui s'échangent des informations, ce n'est pas une chose négative. Cela devient négatif lorsque cette familiarité est utilisée pour construire de façon délibérée des informations fausses. Des informations fausses qui ne correspondent pas aux intérêts de l'État, mais à d'autres intérêts. Doutes, soupçons. Le camp de la guerre va passer outre. Pour les néoconservateurs, le dossier du Yellow Cake est une formidable aubaine. Il alimente une peur fondamentale, l'apocalypse nucléaire. La seule arme de destruction de masse qui en soit vraiment une, c'est l'arme nucléaire. Les armes chimiques et biologiques sont des armes du champ de bataille. L'arme nucléaire, elle, est une arme qui anéantit toute une société. La peur de la bombe irakienne atteint son paroxysme en septembre 2002. Le New York Times, le quotidien le plus influent aux États-Unis, fait ses gros titres sur le péril venu de Bagdad. Il évoque des tubes d'aluminium saisis par les services américains, destinés à fabriquer des centrifugeuses pour enrichir l'uranium en provenance d'Afrique. Et finalement fabriquer une bombe atomique. Tout se tient. Les faucons réagissent en rafale. Cheney à NBC. La presse en a parlé. L'Irak cherche à acquérir des tubes d'aluminium. Des tubes pour fabriquer des centrifugeuses nucléaires. Rumsfeld à CBS. On est sûr qu'un tyran possède une arme nucléaire que lorsqu'il la fait exploser. Et là, c'est trop tard. Et Condoleezza Rice lance une petite phrase qui fera le tour du monde. Nous ne voulons pas que le pistolet fumant soit un champignon nucléaire.
Aux États-Unis, l'intox fonctionne à merveille en cette fin d'année 2002. Selon les sondages, près de 80% des Américains croient que Saddam a une bombe atomique ou n'est pas loin de s'en procurer une. Finalement, le dossier du Yellow Cake va connaître un destin exceptionnel. Il va être avalisé par le président Bush lui-même. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. Prononcée par l'homme le plus puissant du monde, cette petite phrase est une condamnation sans appel. Pourtant, Bush avait été mis en garde. Lors de la préparation du discours sur l'état de l'Union, la CIA a dit à la Maison-Blanche « Vous ne pouvez pas utiliser l'allégation que Saddam ait cherché à acquérir de l'uranium au Niger. » Pour passer outre les réticences de la CIA, la Maison-Blanche attribue ces révélations aux Britanniques, qui ont parlé du Yellow Cake dans leur rapport de septembre. En ce qui concerne l'acquisition d'uranium par les Irakiens au Niger, les responsables du renseignement britannique, y compris le patron de l'époque, insistent aujourd'hui encore sur la véracité de ces informations. Personne ne peut affirmer que ça n'est pas vrai. En fait, le dossier britannique était un simple recyclage de nos propres informations. C'était la même histoire racontée en boucle. Le gouvernement français, qui contrôle l'exploitation des mines d'uranium, a vérifié l'affaire du Yellow Cake et a conclu à une manipulation. Jean-Marc de la Sablière est alors le conseiller diplomatique du président Jacques Chirac. Alors, cette affaire de Yellow Cake, je veux dire, moi, je la trouve extrêmement étrange. Les experts nucléaires aussi, je veux dire, entre l'acquisition de l'uranium naturel et puis l'enrichissement de l'uranium, il faut des tas d'installations, des installations qui n'existent plus en Irak. Donc tout ça me paraît quand même extrêmement étrange. Un jugement bien diplomatique. Mais Paris et le reste du monde ne sont pas au bout de leur surprise. Début 2003, le pouvoir américain décide de présenter sa grande manipulation à la face du monde. Colin Powell se rend à l'ONU pour dresser un réquisitoire en règle contre Saddam Hussein. Il répète les accusations déjà brandies lors des débats devant le Congrès. Il insiste sur l'existence de laboratoires mobiles pour produire des poisons biologiques. Ce sont les révélations de Curveball, ce transfuge qui a parlé aux espions allemands. Enfin, il accuse Saddam de vouloir se doter d'une bombe atomique. Il parle des tubes d'aluminium qui depuis des mois sont présentés comme preuve irréfutable. Nous avons regardé Colin Powell et nous avons dit « Waouh, c'est du théâtre. Quel bon acteur !» Et nous lui avons donné 20 sur 20 pour la présentation, mais seulement 5 pour le contenu. Je me souviens très bien, j'étais assis derrière Dominique de Villepin et je lui ai dit « Dominique, personne dans cette salle ne croit ce qu'il dit, et probablement pas lui-même. » La fiole que le général Powell a tendue devant l'ONU, avec le patron de la CIA derrière lui, a été obtenue d'un homme que l'on a appelé Curveball. Il était avec les services de renseignement allemands qui l'ont présenté aux Américains. Et les Américains l'ont cru, mais nous, on ne le connaissait même pas. Curveball, de son vrai nom Rafid Ahmed Al-Janabi, admettra plus tard avoir tout inventé pour pouvoir rester en Allemagne. Richard Pearl, qui a si bien défendu l'idée d'aller en guerre, reconnaît sans peine que bien des allégations de Powell étaient sans fondement. Les laboratoires mobiles décrits dans ce rapport, cela s'est révélé complètement faux. Il n'y avait pas de labo mobile. Les tubes d'aluminium, qui auraient pu être des éléments de centrifugeuse, se sont révélés en fait être des tubes d'aluminium pour lance-roquettes de petit calibre. Est-ce que Powell a menti? Bien sûr que oui. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce que le président lui a demandé. Le détour par l'ONU permet simplement de sacrifier aux apparences de la légalité internationale.
Tout comme le retour des inspecteurs en Irak qui ne trouvent toujours pas d'armes de destruction de masse. Mais Washington affiche sans vergogne une logique imparable. Si Saddam admet qu'il a des armes de destruction de masse, nous saurons qu'il a menti au monde. S'il dit qu'il n'a pas d'armes de destruction de masse, alors nous apporterons la preuve qu'il continue à mentir au monde. La France, pour le principe, mène un dernier combat diplomatique. Le 14 février à l'ONU, Dominique de Villepin fait un discours prophétique. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Et le 7 mars 2003, le patron du gendarme nucléaire mondial, Mohamed El Baradei, dénonce les mensonges de Bush sur le Yellow Cake venu d'Afrique. Après une analyse approfondie, l'agence a conclu, avec l'aide d'experts externes, que les documents qui formaient la base de ces informations sur de récentes transactions entre l'Irak et le Niger ne sont pas authentiques. Nous avons conclu que ces allégations sont sans fondement. Nous savons maintenant qu'il s'agissait de faux. Notre pays a souffert le déshonneur. La honte d'entendre le directeur de l'AIEA, M. El Baradei, dire devant le Conseil de sécurité « Il nous a fallu 1 jour et demi et une petite recherche sur Internet pour établir que ces documents n'étaient pas authentiques. » À Paris, Jacques Chirac annonce qu'il mettra son veto à toute proposition de résolution cautionnant la guerre. Je le répète, la guerre est toujours la pire des solutions. Quelles que soient les circonstances, la France votera non parce qu'elle considère, ce soir, qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak. Les Américains se passeront des conseils de Chirac, des conclusions de Baradei et de l'avis de l'ONU. Dans la nuit du 19 mars, la guerre commence. En 3 semaines, les colonnes blindées américaines arrivent à Bagdad. Saddam Hussein prend la fuite. Dès le début des opérations en Irak, les militaires américains se lancent à la recherche de l'arsenal de Saddam Hussein. Ils ne trouvent rien. Pour les Faucons, c'est la faute des espions. Vous savez, les agences de renseignement, très souvent, font des erreurs. Ces agences travaillent avec des informations imparfaites, des récits contradictoires, des faits qu'elles ne peuvent pas toujours interpréter avec beaucoup de certitude. La CIA, qui s'était tant méfiée de la collaboration entre les exilés et le Pentagone, va être contrainte de porter le chapeau. Notamment pour le pire des mensonges. La petite phrase, 16 mots exactement, de Bush sur le Yellow Cake africain et les faux documents qui l'ont inspiré. Peut-être quelqu'un savait quelque chose dans les entrailles de la CIA, mais personne à la Maison-Blanche ne soupçonnait que ces documents puissent être des faux. Cette insistance à défendre le mensonge officiel finit par avoir raison de la discrétion de Joe Wilson. J'ai compris que le gouvernement américain n'allait pas admettre qu'il avait menti au peuple américain et que je devais écrire cette histoire moi-même. Il publie dans le New York Times la vérité sur sa mission au Niger et le fait que ses conclusions étaient parfaitement connues à la Maison-Blanche. Vu la structure des entreprises qui exploitent les mines, ce serait très difficile pour le Niger de transporter de l'uranium vers l'Irak. La CIA doit encore une fois endosser la responsabilité. Et George Tenet publie un communiqué. Ces 16 mots ne devaient pas être inclus dans le texte du président. Ce fut une erreur. Un maigre mea culpa pour un mensonge meurtrier. À la Maison-Blanche, on tourne l'affaire à la plaisanterie. Harry Fleischer, le porte-parole du président, fait son dernier briefing. Les journalistes lui offrent un gâteau, l'un d'eux s'amuse. Nous avons quelque chose pour vous. Nous avons reçu l'assurance que ce n'était pas du Yellow Cake. Et Fleischer exécute sa dernière pirouette. Mais si c'en est, nous le trouverons.
Thank you, everybody. Thank you, Goyle. Thank you. Des enquêtes officielles dénonceront l'incompétence du renseignement pour les informations erronées sur les armes de destruction de masse de Saddam Hussein. Mais la vérité est que les faucons de Washington ont menti sciemment. Une fraude? Je ne le dirai jamais assez. Pas une erreur, une fraude. Celui qui fut complice de cette manipulation refuse d'en être tenu comme seul responsable. Croire qu'une organisation d'exilés, avec des moyens limités, peut tromper une superpuissance, avec des milliards de dollars de technologies sophistiquées, pour faire du renseignement au point de déclencher une guerre contre Saddam, c'est de la pure fiction. Il faudra attendre 3 ans pour que Bush reconnaisse qu'il a trompé les Américains et le monde. The main reason we went into Iraq at the time was we thought he had weapons of mass destruction. It turns out he didn't, but he had the capacity to make weapons of mass destruction. But I also talked about the human suffering in Iraq. Bush balaie d'un revers de main la raison proclamée d'une guerre qui a détruit tout un pays. En Irak, l'invasion facile se transforme en occupation sanglante. Le naufrage a commencé avec l'occupation en Irak. Les États-Unis ont perdu leur supériorité morale et ils sont devenus les geôliers des Irakiens. L'anarchie, le chaos, la violence en Irak aujourd'hui sont une conséquence directe de ce que Bush et Cheney ont fait en envahissant l'Irak. Rapidement, l'Irak vole en éclats, disloqué par les violences religieuses et ethniques. Un démantèlement programmé. L'argument le plus convaincant a été que pour renforcer la position et la sécurité d'Israël au Moyen-Orient, les nations autour d'Israël, qui forment un environnement hostile, doivent être démembrées en États plus petits, religieusement homogènes. Donc, dans le cas de l'Irak, un Kurdistan, un Chiistan et un Sunnistan. Cet objectif a été ouvertement proclamé dès 1996 par les néoconservateurs dans ce document signé par Richard Perle et Douglas Face. Un texte qui accuse Bagdad d'être une menace pour Israël. Israël peut changer son environnement stratégique en affaiblissant la Syrie. L'effort doit se porter sur l'élimination de Saddam Hussein en Irak, un objectif important en soi, mais aussi un moyen de faire échouer les ambitions régionales de la Syrie. Aujourd'hui, le chaos irakien a gagné la Syrie. Des provinces entières échappent au contrôle de Bagdad et de Damas. Des groupes terroristes y règnent en maître et l'Occident s'est trouvé un nouvel ennemi, le chef de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi. Les États-Unis portent une lourde responsabilité pour l'existence de Daesh. Non pas parce que les États-Unis voulaient créer Daesh, mais parce qu'il est né comme conséquence inattendue de cette guerre immensément stupide. Le comportement des Américains et des Britanniques, l'occupation qui s'est poursuivie et la corruption qu'ils ont encouragée, tout cela a créé Daesh. La violence a fait des centaines de milliers de victimes, tués, blessés, estropiés. Et elle a mis sur les routes des millions d'Irakiens et de Syriens. Vous avez des centaines de milliers de réfugiés qui quittent la région. Et personne ne se demande pourquoi. Qu'est-ce qui a provoqué cette terrible catastrophe humanitaire? Ce n'est pas un séisme, ni un ouragan, mais c'est l'invasion d'un pays qui était plus ou moins intact quand nous l'avons envahi. La manipulation irakienne a coûté cher au budget américain. Une addition de 3 000 milliards de dollars. Cet argent public est venu enrichir les industriels de la défense. La paix, c'est pas bon pour les affaires. La guerre, c'est bon pour le business. Alors oui, l'argent joue un grand rôle. Les États-Unis se retrouvent dans une situation de guerre permanente. Et cette guerre permanente bénéficie à des individus et à des groupes. Ils font beaucoup d'argent dans cette guerre sans fin.
Profit rarement évoqué, passé sous silence, tout comme les Américains morts en Irak, dont le fils d'Andrew Bashevich, tué le 13 mai 2007. Une section anonyme du cimetière d'Arlington leur est réservée. Je pense qu'un des aspects les plus tristes de la guerre en Irak est la vitesse à laquelle les Américains ont choisi de l'oublier. Il semble qu'il y ait un refus de la part des Américains d'admettre et de se confronter avec cet énorme échec. Une imposture de cette ampleur est totalement incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. Un échec, fruit d'une manipulation, qui a entamé pour longtemps la confiance des Américains dans leurs propres institutions. Celui qui voulait la fin de Saddam Hussein ne voulait pas la fin de l'Irak, et il a été mis à l'écart. Un émissaire du président Bush m'a dit « Si vous vous opposez à la politique du président, nous agirons contre vous de toutes nos forces. » Je savais que les Américains allaient me prendre pour cible. Il existe d'ailleurs un décret signé par le président Bush en avril 2004 qui ordonne de me marginaliser. 10 heures après cet entretien, Ahmad Chalabi a été retrouvé mort dans son lit. Une autopsie a conclu à un arrêt cardiaque. Saddam Hussein, arrêté, jugé et pendu le 30 décembre 2006. George Bush est réélu en novembre 2004. Richard Cheney est reconduit au poste de vice-président. Colin Powell s'en va en janvier 2005. Condoleezza Rice le remplace au département d'État. George Tenet démissionne en juillet 2004 pour raisons personnelles. Douglas Feist démissionne du Pentagone en janvier 2005. Paul Wolfowitz est nommé en juin 2005 président de la Banque mondiale. Donald Rumsfeld quitte le Pentagone en novembre 2006 sous la pression des généraux. Richard Perle partage son temps entre Washington et le sud de la France.